Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Comme Guilhem l'a dit, je suis Claire Plassard, je suis Senior Insight Analyst pour le Hub Institute. Concrètement, ça veut dire que j'encadre toute la production des rapports de tendance avec mon équipe. Notre prochain rapport de tendance, c'est celui sur le social media. On a déterminé 10 grandes tendances du social media à prendre en compte pour 2023. Ce matin, on va en voir 5. Vous en verrez 5 cet après-midi avec Emmanuel Vivier. On démarre tout de suite donc, pour ce matin. Alors, première grande tendance, le social commerce. Effectivement, après donc, le commerce plus traditionnel, le e-commerce qui a connu notamment un grand essor lors de la pandémie Covid, on voit de plus en plus apparaître donc, le social commerce qui est l'acte d'acheter ou de vendre des produits ou des services via les médias sociaux, via les différentes plateformes réseaux sociaux. Le social commerce, on peut le décrypter au travers de 5 C. Alors d'abord, le contenu, c'est quelque chose qui est hyper important sur les réseaux sociaux. Il faut bien sûr alimenter les différents comptes. Il faut proposer du contenu qui peut être créé donc soit directement par les consommateurs, par la marque ou également par les influenceurs. Il y a aussi toute cette dimension de la voix du consommateur qui va être très présente sur les réseaux sociaux. C'est un endroit, bien sûr, où on socialise, on va pouvoir interagir, on va pouvoir commenter, partager nos opinions, nos impressions sur les différents produits. Il y a aussi tout l'aspect praticité. L'idée, bien sûr, du social commerce, ça va être de proposer un outil pratique pour passer à l'achat rapidement, avec le moins de clics possible, sans avoir besoin de sortir de l'interface, notamment. On a aussi tout le côté conversationnel, on le disait, c'est des réseaux sociaux, il faut socialiser, donc pouvoir proposer des conversations entre influenceurs, entre marques, entre consommateurs, pour pouvoir évaluer les différents produits et puis exprimer son ressenti et son feedback sur ces différents produits. Et puis enfin, l'aspect commerce, on est quand même sur le social commerce, donc voilà, bien sûr, l'idée de pouvoir concrétiser, de pouvoir passer à l'achat sur les différents produits et donc d'adapter les différentes plateformes à cette dimension de commerce. Et effectivement, on constate que de plus en plus, les réseaux sociaux vont essayer de s'adapter, vont essayer de proposer des fonctionnalités qui vont inciter à passer à l'achat avec, comme je le disais, le moins de clics possible, sans avoir besoin de sortir de l'interface au maximum. Voilà, dans l'idée, bien sûr, de pouvoir promouvoir le social commerce sur leur plateforme. Et le social commerce va triplé d'ici 2025. On voit qu'effectivement, déjà en un an, depuis 2021, il a quasiment plus que doublé pour atteindre 1232 milliards de dollars en 2022. Et d'ici 2025, ça va continuer à augmenter. Aujourd'hui, c'est 10% des dépenses en e-commerce qui sont reliées au social commerce. En 2025, ce sera 17%, donc un fort potentiel sur cette tendance de social commerce, avec tout de même quelques freins qui sont la sécurité et la confiance, qui peuvent être donc des freins pour passer à l'achat, notamment pour 38% des consommateurs américains qui n'ont toujours pas effectué d'achat sur les plateformes de réseaux sociaux, car ils ont un manque de confiance sur la sécurité de leurs informations de paiement. Certains autres vont plutôt avoir des craintes sur le sérieux, disons, de l'achat. Est-ce qu'ils vont vraiment recevoir leur article après? Donc des freins qu'il faut aborder en tant que marque pour pouvoir mettre la confiance auprès de sa communauté, auprès de ses consommateurs, et pouvoir ensuite continuer à utiliser ce levier de social commerce et profiter de cette hausse qui s'annonce. Deuxième tendance pour ce matin, le gaming, qui peut être à la fois divertissant, mais aussi lucratif. Effectivement, c'est un business qui est plus que juteux. On voit qu'en France, c'est déjà 5 milliards d'euros, et à l'échelle mondiale, on parle de 300 milliards de dollars en 2022, avec presque 3 milliards de joueurs actifs dans le monde. Donc, une tendance, une dimension qui va regrouper énormément de consommateurs qui sont prêts à dépenser. Et quand on parle de gaming, il faut donc différencier les différents types de gaming. On va avoir le mobile gaming qui se fait sur le téléphone. Et là, on parle de Candy Crush, on parle de Clash Royale. On va aussi avoir ensuite tout ce qui va être les jeux sur console de salon. Donc ici, c'est par exemple les PlayStation. On va avoir aussi les consoles portables comme la Switch. Et puis bien sûr, les PC pour jouer à des jeux tels que LOL ou World of Warcraft. Et on voit que donc sur ces différentes dimensions de gaming, on a le mobile gaming, donc qui est le secteur le plus porteur de l'industrie, c'est-à-dire que c'est sur ce canal-là que les consommateurs et les gamers vont dépenser le plus, que ce soit donc au travers d'achats in-game ou également tous les autres achats qui peuvent entourer donc le gaming. La publicité et les jeux vidéo, donc c'est un business qui rapporte
à condition de le faire intelligemment. Effectivement, c'est un énorme levier pour les marques, pour pouvoir intégrer sa marque sur ces plateformes où les consommateurs sont présents, où notamment la génération Z va être présente, mais il faut savoir le faire à propos, et donc ne pas être incohérent entre l'univers du gaming, la marque, ne pas être trop intrusif pour ne pas disrupter l'expérience des consommateurs, et avec donc cette contrainte qui est que les éditeurs de jeux vidéo n'ont pas de régime média, donc un petit peu plus compliqué que la publicité ou le retail média habituel pour les marketeurs, mais tout de même un fort potentiel et des opportunités sur ces plateformes. Et de nombreuses manières donc d'intégrer sa marque dans le gaming, donc que ce soit au travers de l'intégration dans un jeu, de la création de son propre jeu, de partenariats, de la publicité in-game, de la publicité sur Twitch par exemple, sur les différents streams. Et donc un moyen, un conseil, si on peut dire, pour vous aider à avancer là-dessus, ça va être de recruter des profils qui vont être intéressés par les jeux vidéo, qui vont avoir une bonne connaissance de ce marché et de ce modèle pour pouvoir réussir à passer à l'action et à intégrer donc le gaming dans votre mix marketing. Et pour les marques qui souhaitent plutôt une dimension plus professionnelle, on a bien sûr l'e-sport, où les marques sont très présentes pour sponsoriser des équipes, sponsoriser des événements, et également pour intégrer la publicité sur les différents tournois de e-sport. Et quand on parle de gaming, on ne peut pas oublier l'influence. C'est une dimension qui est très importante. Les streamers sont très proches de leur communauté, interagissent beaucoup au travers de streams qui sont parfois quotidiens et donc ont un taux d'engagement qui est très élevé. C'est donc vraiment une dimension à ne pas oublier, qui est un petit peu incontournable lorsqu'on parle de gaming et donc un fort potentiel de collaborer avec les différents influenceurs pour mettre en avant sa marque sur ce milieu de gaming. On continue tout de suite avec donc la troisième tendance pour cette matinée, donc l'usage des réseaux sociaux, des plateformes sociales comme des outils d'information. Effectivement, aujourd'hui, rares sont les jeunes qui sont allés au kiosque acheter un journal papier. Par contre, les jeunes s'informent quand même. C'est pas pour autant que qu'ils ne vont pas s'intéresser à l'information, mais c'est juste des pratiques qui sont différentes et ça va beaucoup passer par les réseaux sociaux avec des comptes qui vont être dédiés comme par exemple Hugo Décrypte, comme Tataki et aussi avec les marques, les médias plus traditionnels qui adoptent ces différents canaux et qui vont créer des comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir continuer à diffuser l'information et aller trouver directement leur audience sur ces plateformes. Les réseaux sociaux ne sont donc pas l'ennemi du journalisme, mais c'est un nouveau moyen d'atteindre peut-être une nouvelle audience. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les différents médias vont investir les différentes plateformes réseaux sociaux, mais pas forcément uniquement pour relayer leurs articles, pas forcément uniquement pour relayer les informations sur les formats qu'ils ont déjà, mais ils vont s'investir pour proposer du contenu dédié et qui va être adapté à chaque plateforme et qui va donc permettre de reprendre les codes, par exemple sur TikTok, où la BBC va créer des TikTok pour pouvoir attirer donc une audience qui est habitué à voir ce genre de petites vidéos. Et quand on parle donc de réseaux sociaux et d'information, on parle aussi surtout de désinformation, des fake news, de l'infox. Et donc on voit qu'effectivement, en France, c'est plus de la moitié des internautes français qui ont déjà été confrontés à une infox. Et quand on parle simplement des réseaux sociaux, c'est un pourcentage qui augmente à 63%. Donc la désinformation est très présente sur les réseaux sociaux. C'est effectivement un milieu qui est un petit peu plus propice à la propagation d'informations fallacieuses. Donc on voit que les fake news vont se propager 6 fois plus rapidement sur Twitter que la vérité. Donc c'est des contenus qui peuvent rapidement devenir viraux et puis c'est des algorithmes sur les réseaux sociaux qui sont propices justement à créer du buzz, à créer de la viralité. Donc quand ça a l'air de marcher, ça a vraiment un effet bulle et ça continue et ça se propage très vite. Et donc voilà, sur Twitter, sur YouTube, également sur Facebook qui du coup pendant les élections présidentielles a dû un petit peu taper le poing sur la table et dire on va interdire tous les contenus politiques justement pour éviter d'avoir la désinformation et d'avoir des fake news qui vont trop circuler dans le cadre des élections. Quatrième tendance pour cette matinée, la monétisation donc de la publicité au paywall. Effectivement, on voit que sur les réseaux sociaux, la publicité évolue, la publicité continue à bien, disons, être lucratif en proposant avec beaucoup de dépenses des marques sur les réseaux sociaux, avec des marchés qui se développent, le marché américain qui reste en tête, mais le marché chinois est juste derrière et va certainement dépasser le marché américain sur les dépenses publicitaires. On a aussi donc TikTok qui se monétise de plus en plus, qui essaye de rattraper ses grands frères et sœurs qui sont des plateformes qui vont être un petit peu plus monétisées, mais voilà, TikTok travaille dessus et a déjà une des hausses de publicité qui sont assez impressionnantes. Et puis Meta, qui cette année a enregistré pour la première fois une baisse donc dans les dépenses de publicité. Donc c'est quand même notable pour une marque qui a donc 98% de ses revenus issus de la publicité.
Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que les plateformes qui vont être le plus plébiscitées par les marketeurs pour proposer de la publicité, ça va être par exemple Instagram, qui va permettre de mettre en scène son produit, de justement utiliser un petit peu les influenceurs. Mais on constate que les consommateurs de leur côté préfèrent voir des publicités sur des plateformes plutôt comme Amazon, où effectivement ils vont être un petit peu moins saturés de publicité et où aussi ils vont être plus disposés à passer à l'achat, ils vont être plus disposés à voir des nouveaux produits, à être inspirés puisqu'ils sont déjà dans une démarche d'achat lorsqu'ils sont sur une plateforme comme Amazon. L'abonnement, c'est une tendance qu'on voit un petit peu dans tous les secteurs. Si vous suivez nos différents événements au Web Institute, on en parle quasiment à chaque fois. Et là, ça ne loupe pas. Pour le social media, c'est également un business model qui est très prisé et qui est très intéressant. Ça permet d'avoir des revenus réguliers. Et puis, ça permet donc de proposer des contenus un petit peu exclusifs. Je vous disais dans le titre, voilà, on parle de monétisation et on parle aussi de paywall. C'est cette tendance d'abonnement qui permet de poser un paywall, justement, pour limiter certains contenus à des consommateurs qui vont payer pour y accéder. Donc on voit que les différentes plateformes, Discord, YouTube, Instagram et aussi au travers des newsletters utilisent beaucoup ce moyen et ce modèle. Et ce qui permet aussi de proposer une solution pour la rémunération des créateurs. Effectivement, créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est indispensable pour une marque et parfois la rémunération des créateurs est un problème et n'est pas suffisamment bien valorisée. Donc déjà d'avoir un système d'abonnement, ça permet aux créateurs de contenu d'avoir un revenu qui va être fixe et puis en plus les différentes marques essayent de travailler dessus pour proposer des rémunérations qui vont être plus attractives, comme par exemple TikTok qui là récemment a augmenté son taux de rémunération par nombre de vues. Et parfois, faire de la publicité, c'est pas forcément la solution sur les réseaux sociaux pour gagner plus de clients. Par exemple, quand on pense à des marques qui sont assez impactantes sur les réseaux sociaux, on peut penser à Netflix, on peut penser à Burger King, qui vont utiliser l'humour, qui vont utiliser leur community manager pour faire parler d'eux et puis créer le buzz sans avoir à dépenser de l'argent dans de la publicité. On a aussi le bouche à oreille qui fonctionne bien. Et là, l'exemple le plus marquant, c'est celui de Tesla, qui ne dépense rien du tout en dépenses publicitaires, mais qui va avoir beaucoup de viralité qui va se faire autour de leur véhicule et surtout autour de son fondateur, donc Elon Musk, qui est un peu une publicité ambulante pour la marque, mais ça ne leur coûte pas un sou. Et puis on a aussi bien sûr les ambassadeurs, donc les clients, la communauté de la marque qui peut proposer du contenu, du user-generated content, et qui va pouvoir aussi porter les différents produits, et donc voilà, proposer du marketing quasiment gratuit pour la marque si on sait l'entretenir et puis fidéliser donc cette communauté. Dernière tendance pour cette matinée, donc le social media, le nouveau terrain de jeu des politiques. Alors la présidentielle 2022 a effectivement été l'occasion pour les différents candidats de tester de nouveaux canaux. On a pu les voir sur TikTok, on a pu les voir sur YouTube, sur Twitch, et puis certains ont même lancé des podcasts. C'est Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon qui ont lancé leur podcast tout au long de leur campagne présidentielle. Le but pour les candidats, bien sûr, c'est de contourner la limite du temps de parole qui leur est imposé sur la télévision. Là, sur les réseaux sociaux, c'est illimité. Donc c'est bien sûr leur nouveau terrain de jeu. C'est aussi un moyen pour eux d'atteindre des nouvelles audiences, notamment sur TikTok. C'était bien sûr le but pour Emmanuel Macron, notamment, de pouvoir s'adresser directement à la génération Z. Et sur YouTube aussi, avec des collaborations avec différents médias et différents influenceurs. Donc tous les candidats sont par exemple passés chez Hugo Décrypte parce que c'est effectivement des vidéos que les jeunes vont regarder. Donc ça permet d'aller toucher un certain électorat. Quand on parle aussi des réseaux sociaux, c'est bien sûr des plateformes sur lesquelles se jouent toutes les tensions et les actualités géopolitiques, et notamment dans le cas de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est joué bien sûr une guerre de l'information qu'on a pu voir sur les différentes plateformes, qui vont pu servir de moyens d'information, de documentation, mais aussi parfois de désinformation. On voit qu'il y a d'énormes enjeux sur ces différentes plateformes pour faire passer des messages et puis réussir à engager son pays, sa communauté pour faire passer donc voilà, des informations et surtout aussi pour déjouer parfois la censure qui peut être en place dans certains pays. Et quand on parle effectivement de censure, effectivement aujourd'hui les gouvernements ont bien saisi le potentiel et le pouvoir entre guillemets des réseaux sociaux et tentent soit de le contrôler, soit de l'adopter et de le mettre à profit. Donc on voit qu'aux États-Unis on va plutôt être sur des tendances de censure, notamment dans le cadre de l'interdiction de l'avortement. On va avoir en revanche dans les pays du Golfe des pays qui vont être beaucoup plus intéressés pour mettre à profit ces différentes plateformes pour mettre en place du soft power, qui vont donc du coup vouloir organiser des tournois de gaming, qui vont pouvoir, dans le cas des pays asiatiques, utiliser le metaverse au niveau administratif
pour voilà, se dire qu'ils vont investir cette tendance, aller chercher des communautés qui vont être intéressées par ces outils-là, et pour réussir voilà, à faire passer tout leur message politique. Et puis ici, dans l'Union européenne, on a toujours les mêmes enjeux qui vont être de la régulation, de la privacy, du transfert des données vers les États-Unis, et donc du coup de la régulation qui est en train de se mettre en place petit à petit, mais qui est très compliquée parce que c'est toujours difficile de savoir où va être la limite entre sécurité, liberté d'expression, etc. Donc des enjeux qui sont très forts et qu'on continue à voir. Donc toutes ces 5 tendances que je vous ai présentées ce matin sont bien sûr développées en long et en large dans notre rapport. Là, je vous ai présenté quelques slides par tendance. On en a à chaque fois plus d'une trentaine. Donc vraiment beaucoup plus de contenu que vous pourrez retrouver dans le rapport qui sort d'ici 1 ou 2 semaines. Et puis 5 autres tendances que vous pourrez découvrir cet après-midi avec Emmanuel Vivier. Merci à tous pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne matinée avec des échanges stimulants, j'espère.